Chers collègues, membres de l'Union des industries chimiques, ainsi que tous ceux qui participent dans votre industrie en France et vos invités à cette réunion. Permettez-moi tout d'abord, au nom de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie, de vous offrir nos plus sincères félicitations à l'occasion du 25e anniversaire de Responsible Care en France. J'apprécie beaucoup l'occasion qui m'est offerte de vous parler un peu des origines et du développement de Responsible Care au Canada, un sujet que j'ai beaucoup à cœur puisque j'y ai été très impliqué et profondément engagé dès le début. Dans le temps très limité qui nous est accordé aujourd'hui, je n'ai qu'un message à vous laisser. C'est qu'avant tout, le succès de Responsible Care a dépendu et continue à dépendre sur deux éléments critiques, c'est-à-dire les personnes impliquées et le besoin de gagner la confiance de la population. Responsible Care provient d'un souci grandissant au début des années 80 que l'industrie chimique avait perdu la confiance des collectivités dans lesquelles elle œuvrait, et en fait des Canadiens en général. À ce temps-là, les pressions de réglementer plus sévèrement l'industrie chimique se faisaient ressentir de plus en plus et, en fait, ont été exacerbées par le déraillement d'un train contenant des matières dangereuses en 1979, qui a nécessité l'évacuation de la 5e plus grande ville au Canada. Il n'est pas difficile de comprendre que cet événement a eu un gros impact sur moi personnellement, puisque je venais tout juste d'être nommé PDG de l'association, maintenant connue sous le nom de l'Association canadienne de l'industrie de la chimie. Malheureusement, cet événement n'était pas un incident isolé. Autour du même temps, plusieurs autres incidents et soucis semblables ont fait les manchettes. Le point culminant était, sans aucun doute, le désastre qui est survenu en décembre 1984 à Bhopal, en Inde. Le leadership canadien s'est vu confronté par un choix difficile. D'un côté, il pouvait continuer son chemin, basé sur la certitude qu'il savait mieux que n'importe qui ce qui devait être fait. Malheureusement, ceci ne semblait mener qu'à des confrontations continues avec les autorités réglementaires, nos clients et la population en général. Nous pourrions gagner chacune de ces batailles, mais en fait, nous risquions de perdre notre mandat de continuer à produire. La seule alternative était de reconnaître que nous ne pouvions opérer sans le consentement public et que pour y arriver, il nous fallait regagner la confiance du grand public. En janvier 1985, notre leadership a décidé de saisir ce nouveau sentier et d'entreprendre un nouveau cheminement visant à regagner la confiance de la population canadienne par l'entremise d'une nouvelle culture pour notre industrie chimique en entier. Il y a déjà 30 ans que la décision d'implanter ce concept a été prise, de reconnaître que si nous voulions être considérés comme un important contributeur à l'économie canadienne, mais en même temps que nous avions besoin de ces besoins, nous devions donc respecter une éthique responsable et agir comme il se doit envers notre pays, le Canada chez nous, comme la France chez vous, et être perçu comme tel. Notre industrie se devait donc de non seulement respecter les règlements, mais faire de notre mieux, de protéger ses employés, le public et l'environnement, d'innover en faveur de produits et processus plus sûrs, de prendre responsabilité pour ces produits non seulement lorsqu'ils sont en sa possession, mais à travers leur cycle de vie tout entier, et de se rendre responsable auprès d'un public qui a le droit de comprendre les risques et bénéfices de ce que nous produisons
et qui a aussi le droit de se faire entendre. Même si tout cela s'est passé il y a déjà 30 ans, je ne peux manquer l'occasion de mentionner la contribution exceptionnelle jouée par les PDG du temps. En toute franchise, ils ont souvent mis leur réputation personnelle dans l'enjeu, même s'ils ne géraient parfois qu'une filiale des compagnies étrangères. Ils ont eu le cran d'admettre que les fondements de leurs affaires ne seraient probablement pas durables et qu'il leur faudrait donc avoir le courage d'entreprendre une approche radicalement différente. Ces PDG ont été et demeurent les vrais héros dans l'histoire de Responsible Care. En 1988, l'industrie chimique américaine en est arrivée à la conclusion que cette nouvelle approche était vraiment valable et a stipulé l'engagement au Responsible Care comme condition d'adhésion à leur association. Plusieurs pays européens ont rapidement suivi, y compris votre association, en 1990. Par la suite, en 1991, le mouvement avait pris tellement d'ampleur que l'Association canadienne a cédé la gouvernance à l'International Council of Chemical Associations. En fait, l'existence de Responsible Care avait été une des raisons primordiales pour la formation de l'Association internationale. Eh bien, les temps changent, et de même pour les personnes impliquées au début. La plupart de ceux-ci ont déjà passé à la retraite ou sont décédés. Néanmoins, le progrès de Responsible Care continue et est maintenant intégré dans plus de 60 pays dans le monde entier. Les principes de Responsible Care seront sans aucun doute encore pertinents pour au moins un autre 25 ans. Cependant, la diversité des problèmes et la vitesse des changements continueront d'accélérer. Vous ici aujourd'hui êtes les leaders et employés auxquels nous passons le fanion de Responsible Care. Prenez-en bien soin. Je ne puis que vous encourager de continuer à concentrer sur le besoin de bâtir et maintenir la confiance du public en nous, sur le besoin de démontrer que l'industrie est toujours attentivement à son écoute et que notre réponse reflète notre engagement envers lui. Rappelez-vous toujours que le public veut et a un grand besoin de quelqu'un digne de sa confiance. Portez le fanion de Responsible Care bien haut dans vos démarches et vos débats. Merci et bonne chance.